Bonjour à tous, on va attendre quelques secondes encore. Là, les gens sont en train de se connecter, on voit la jauge qui augmente. J'ai une soixantaine de personnes présentes sur ce webinaire, merci beaucoup. Je propose qu'on commence d'ici une petite minute. Bon, on va commencer un petit peu à échanger pendant que les participants nous rejoignent, les différents investisseurs de notre communauté. Euh, Déjà, merci à tous de vous rendre disponibles. L'idée pour nous, c'était effectivement de tester aussi un nouveau format d'échange et de partage avec notre communauté d'investisseurs à travers ce webinaire. C'est un format que l'on réfléchit depuis quelques temps et on a trouvé que ce projet, l'Alpha, de par son envergure, et aussi de par ses particularité, se prêtait tout particulièrement à cet exercice que l'on va sûrement renouveler pour d'autres opérations, puisque, comme vous en doutez, on a plein d'autres belles opérations tout autant d'envergure à venir dans les semaines et les mois prochains au sein de la première brique. Bien évidemment, on est là pour vous présenter ce projet. Euh, on a reçu pas mal de questions très constructives. On a eu beaucoup d'échanges avec des investisseurs en amont de ce webinaire. C'est pour ça aussi qu'on vous avait envoyé la plaquette de présentation ce week-end avec un petit peu de temps d'avance. Encore une fois, le projet étant particulier, on voulait vous laisser le temps d'en prendre connaissance, de nous poser des questions et d'avoir des échanges avec nos équipes relations investisseurs, d'avoir des échanges aussi entre vous, entre investisseurs sur les différents réseaux sociaux, pardon. On a suivi ces échanges avec beaucoup d'intérêt. On a bien aimé les débats d'idées qu'on a pu voir sur ce projet et sur les contours de ce dernier. N'hésitez surtout pas à partager avec des questions. On a bien évidemment notre équipe relations investisseurs qui est connectée avec nous ce soir pour vous répondre. Ça sera aussi le cas, bien évidemment, demain, après-demain et autres, hein, comme tous les jours de la semaine, où notre équipe est disponible pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur les projets déterminés, mais aussi sur votre expérience d'investissement sur la première brique. Comme je le disais aussi en introduction, c'est un format qui est nouveau pour nous. Euh, c'est aussi un galop d'essai, donc on espère qu'on répondra au mieux à vos attentes. Bien évidemment, faites-nous remonter vos suggestions, puisque comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, on fonctionne énormément sur la base des retours d'expérience, d'idées de la part de notre communauté d'investisseurs pour enrichir, encore une fois, notre façon de travailler, notre façon d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'exercice de ce soir. Euh, Nous, on est assez partisans de ces idées-là, encore une fois, pour enrichir votre expérience de membre de la communauté d'investisseurs La Première Brique. On est à présent 150 personnes déjà connectées. Je vous propose qu'on commence. Dans tous les cas, il y aura un replay qui sera fourni bien sûr de cet échange. Et je le redis, notre équipe est bien sûr disponible demain, après-demain et autres pour répondre à toutes vos questions, sachant que le projet ouvre demain à la collecte à 10h00. Compte tenu de la taille de l'opération, on anticipe que ce projet ne se clôture pas en quelques secondes. Notre collecte de lundi s'est clôturée en un peu moins de 2 minutes, je crois. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à poser surtout toutes vos questions. Ce webinaire, encore une fois, il est bien sûr réservé pour discuter du projet d'Alpha, donc qui est un projet qu'on va représenter dans les grandes lignes. N'hésitez pas de refaire toute la plaquette. Pour ça, je suis accompagné de Romain, qui est analyste chez La Première Brique et qui a eu l'honneur de travailler, de porter ce projet en interne depuis maintenant plusieurs semaines, étant précisé qu'on travaille sur l'étude du groupe Courbet et de sa stratégie depuis maintenant plusieurs mois, puisque ce sont des sujets que l'on a chez nous depuis l'automne dernier. Et donc, c'est bien évidemment aussi pour nous un aboutissement de très longues heures de travail et on est ravis de partager ce fruit avec vous tous. Complètement. Pour un nouveau record de collecte depuis le succès sur l'Enrive qu'on avait pu collecter en janvier. Janvier pour 1 785 000 euros. Exactement. Proche du 1,8 million en un peu moins de 7 minutes. On espère que la plaquette vous a plu, que le projet vous plaît également. Bon, si on arrive à être en dessous de la barre des 10 minutes, pourquoi pas. On croise les doigts. L'idée, vous l'aurez compris, c'est effectivement de présenter un projet dans le cadre de l'évolution constante des projets présentés par la première brique,
donc des opérations de plus en plus d'envergure. On reste aussi sur nos fondamentaux, on continue bien évidemment à proposer des opérations de toute taille, hein, c'est notre ADN, on va sûrement pas le renier. Notre volonté, c'est vraiment de vous proposer une multitude de projets pour que chacun puisse en fait se constituer un portefeuille diversifié et qui réponde aussi à ses attentes et à sa compréhension et à ses envies en matière d'investissement immobilier. Et pour cela, l'industrie hôtelière, ça fait très longtemps que l'on regarde le sujet. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'actifs qui, en immobilier, est extrêmement pertinente. Et j'ai la preuve du contraire, la Fnabric, pour l'instant en tout cas, n'opère qu'en France. Et en France, l'hôtellerie, c'est quand même une industrie extrêmement porteur. Donc, on avait commencé avec du para-hôtelier. On a fait plusieurs projets sur Paris, sur du para-hôtelier très qualitatif avec un opérateur de référence. Et on commençait depuis quelque temps à regarder l'hôtelier au sens vraiment de la classification hôtelière, pas être sur du para-hôtelier, mais vraiment sur l'hôtelier. Et c'est en ce sens qu'on s'est rapproché du groupe Courbet, puisque on garde quand même un ADN proche du marchand de biens avec une vision de valeur ajoutée importante, en fait, l'identification de cibles sous-valorisées, sous-exploitées, pour vraiment venir redonner le plein potentiel à des établissements hôteliers. C'est en ce sens que s'inscrit le projet d'Alpha à Lourdes, que l'on va vous représenter encore une fois de façon synthétique. La plaquette de présentation qu'on a produite pour l'occasion est très détaillée. Notre équipe est disponible bien sûr pour répondre à vos questions. L'idée, c'est pas de faire une redite de la plateforme, c'est reprendre les bases et rentrer après un peu plus dans le détail dans des questions et des considérations que l'on a pu voir émerger sur des forums et aussi nous faire remonter. En introduction, peut-être, on va répondre à une question qui nous a été posée. Pourquoi le nom l'alpha? Romain? Non, non, assez particulier. En effet, on a pu changer le nom, voilà, projet d'envergure. Donc, on a modifié plusieurs fois le nom pour arriver sur quelque chose qui satisfasse un peu tout le monde et qui marque aussi l'ampleur de cette opération. On a choisi de partir sur une référence aux étoiles. Voilà, hôtel 4 étoiles, le Christ-Roi situé à Lourdes. On a choisi le nom abrégé de l'Alpha Centauri, qui est un système stellaire et planétaire le plus proche aujourd'hui du système Soleil et qui comporte du coup le même nom d'étoile que notre hôtel. Voilà. Donc on a abrégé pour l'Alpha 65, le département des Pyrénées de Lourdes. Qui explique un petit peu le nom du projet. Alors, il me semble que sur les références, sur les questions qui avaient été posées à la communauté pour deviner justement d'où venait le nom, il y a notamment un titre de rap français, malheureusement pas le titre qui a été choisi. N'hésitez pas à nous poser des questions de façon régulière sur les noms de projets parce que des fois se cachent des petits traits d'humour, on va dire, en interne ou des références culturelles. Et on aime bien quand les investisseurs nous font remonter. Il y en a certains qui sont spécialisés pour identifier l'origine des noms de nos opérations. Donc, ça, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire remonter ces points-là. L'alpha, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est effectivement atypique, dans le sens où on n'est pas dans notre configuration traditionnelle de financer une opération de promoteur ou de marchand de biens. Alors, atypique pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on a financé le rachat d'une société, la société Christ Roi. Ensuite, on est sur une activité, une exploitation hôtelière. Alors, cette société, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle détient l'hôtel, donc l'hôtel Christ Roi situé à Lourdes, avec la composition principale, à savoir au niveau de l'actif, mur et fonds. C'est là où on vient trouver, nous, notre logique aussi immobilière, bien évidemment. On reste une structure immobilière. L'idée, c'est pas de se mettre à financer des PME ou des activités extra-immobilières. On a besoin d'avoir un sous-jacent immobilier direct sur nos opérations. Et c'est notamment pour ça qu'on a pris en fait cette opération-là par rapport à même d'autres opérations qu'on a pu étudier par le passé, parce que là, on avait vraiment un actif immobilier sur lequel on pouvait aussi travailler, notamment pour une vision de sûreté, en fait, les couvertures, les fameuses couvertures hypothécaires qu'on présente dans nos plaquettes d'opération. Cet hôtel, il est déjà exploité. C'est un hôtel historique de la ville de Lourdes. Et tout simplement, il y a un exploitant qui est propriétaire aujourd'hui des titres de la société Christ Roi, qui détient, une structure qui détient l'hôtel, qui part à la retraite, comme c'est assez courant dans le monde de l'hôtellerie. Sa retraite, tout simplement, c'est quoi? C'est la valeur de sa structure avec le mur et fond. Pour la petite histoire, le bien avait déjà été vendu. Et en fait, cette première transaction n'a pas abouti du fait de l'acheteur. Et donc, le groupe Courbet SA est venu se positionner en fait en seconde ligne
dans cette acquisition et a donc pu intervenir sur un momentum qui était bien sûr plus favorable à un acheteur, vous vous en doutez, puisque le vendeur avait déjà eu affaire à une première désillusion. Donc c'est aussi ce qui explique les très bonnes conditions négociées par le groupe Courbet dans le cadre du rachat de cet hôtel. Cet hôtel, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est 8500 mètres carrés à Lourdes. On est vraiment dans le village de Lourdes, à proximité immédiate des lieux de pèlerinage. Rappelons-le, Lourdes est notamment très connue. On parle de plus de 3 millions de visiteurs annuels pour, en grande majorité, effectivement, un pèlerinage religieux, mais c'est aussi une ville qui a beaucoup de charme, avec un arrière-pays propice à la randonnée et une région qui est somme toute charmante. On parle de 65, pour ceux qui connaissent un petit peu les environs, il y a plein de belles choses à y faire et à y voir. Cet hôtel, sur 8500 mètres carrés, en fait, contient 180 chambres, réparties en deux bâtiments. Aujourd'hui classé en 4 étoiles, comme vous pouvez le voir sur la façade. Il dispose aussi d'un bar, d'un restaurant avec une très grande capacité, on parle de 650 couverts, une boutique, un parking, et tous les éléments qui font que c'est un hôtel qui peut notamment accueillir des groupes, ce qui est une clientèle en fait assez dominante au sein du paysage hôtelier de Lourdes. L'idée, c'est effectivement pour le groupe Courbet, racheter cet hôtel, mur et fond, et venir retravailler son positionnement marketing et tarifaire, notamment en positionnant une franchise d'ordre national. C'est la stratégie du groupe qui a déjà été déployée sur d'autres hôtels. Pour l'instant, il n'y a pas encore de contrat de franchise qui ont été signés. C'est pour ça que dans la plaquette de présentation, on a présenté les deux franchiseurs principaux qui sont actuellement en cours de discussion, même s'il y en a un des deux avec qui les discussions sont plus avancées. On parle du groupe Accor, leader mondial de l'hôtellerie, et on parle du groupe Louvre Hôtel Group, qui est le numéro 2 européen, et qui va tenir un portefeuille de marques comme Campanile, Kyriade, Prestige, Formule 1, Formule 1, etc. tout ce qui est Golden Tulip, exactement, par ailleurs. Voilà. À noter d'ailleurs que le groupe Courbet avance déjà sur une logique d'exploitation en Kyriade sur leur précédent actif acquis, l'hôtel Hollywood à Cannes. Voilà. Donc, c'est sur la base de cette exploitation en franchise Kyriade Prestige et Kyriade 3 étoiles qu'a été établi les prévisionnels d'exploitation par MKG Consulting, cabinet d'audit et conseil spécialisé dans le milieu de l'hôtellerie. On y reviendra un petit peu plus tard, effectivement, Romain. Nous, bien sûr, on a fait notre analyse. On s'est aussi appuyé sur des analyses, notamment des expertises réalisées par des professionnels de référence. On a eu plusieurs expertises entre les mains qu'on a bien évidemment épluchées. L'idée, c'est qu'on a confronté en fait, les différents regards des experts, du groupe Courbet et aussi de nos analyses personnelles pour ressortir le fruit de notre travail d'audit et notamment la plaquette de présentation qu'on pouvait encore retrouver bien évidemment sur le site internet. Ce projet, il est porté par un opérateur, effectivement un opérateur très spécialisé en hôtellerie et en exploitation commerciale, notamment en Europe de l'Est, qui avait créé un très gros groupe en Europe de l'Est qui s'appelle Jean-François Hott. Alors, il n'est pas tout seul, bien évidemment, il est accompagné d'une équipe de professionnels au sein du groupe Courbet. Groupe Courbet, qui est une société cotée sur le marché, donc cotée à Euronext, à ce titre soumise à extrêmement, bien évidemment, de réglementation. Donc ça, c'est aussi un point qui est rassurant pour nous. Alors c'est une structure qui a été, il y a une histoire un peu particulière parce que c'est une structure qui a été rachetée par notre porteur de projet, en fait, qui était déjà coté, qui était une entreprise historique, qui avait une activité qui n'avait strictement rien à voir avec l'exploitation hôtelière, et simplement pour économiser du temps et de l'argent pour faire coter une société, il a racheté cette structure qui était, elle, déjà cotée. Donc, c'est un bon point, puisqu'en fait, nous, la société qui va porter la dette, gérée par effectivement la communauté d'investisseurs d'après brique, c'est la société Courbet SA, cotée sur le marché Euronext Paris, et bien évidemment soumise à beaucoup de contrôles et de réglementation. Donc, encore une fois, un point rassurant, on ne parle pas d'une société créée la veille et qui n'aurait pas, par exemple, de commissaires aux comptes et autres. On est bien évidemment sur des niveaux de contrôle et de reporting, notamment réglementaires, qui sont les plus poussés qu'on pourrait imaginer aujourd'hui parmi nos opérateurs. La stratégie de Courbet SA est très simple, se positionner sur des actifs sous-exploités, sous-valorisés, et venir faire un important travail, soit de restructuration. L'hôtel dont parlait Romain il y a quelques minutes, situé à Cannes, qui est la précédente acquisition, on parle de plusieurs millions d'euros de travaux réalisés. Donc là, une remise en état, une remise en restructuration complète de l'hôtel. Mais sinon, ça va aussi travailler sur des repositionnements stratégiques, marketing, de commercialisation, en fait, qui sont des éléments qui peuvent paraître assez simples, mais on en parlera un peu plus loin. Sur l'exploitation, on a aussi, par exemple, sur cet actif, un sujet. Aujourd'hui, cet hôtel n'est pas ouvert toute l'année. Or, on sait qu'il y a quand même une clientèle
toute l'année, alors qui est plus importante en été qu'en hiver, mais c'est un sujet, par exemple, assez simple que peut mettre en place le groupe Courbet pour revaloriser, redynamiser et augmenter le chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc, cette stratégie-là, elle est très claire au sein du groupe Courbet, et c'est vraiment dans cette ligne directrice que s'inscrit l'acquisition de l'hôtel Christ Roi. Pour ça, on vient donc structurer une dette participative à hauteur de 2 785 000 euros. On en a souligné, c'est notre plus gros projet à date. Vous doutez bien aussi, bien évidemment, que c'est un dossier qui, de par sa nature et aussi son ampleur, a fait l'objet d'un travail encore plus poussé que ce qu'on peut avoir d'habitude, étant précisé bien évidemment que tous les projets, quelle que soit leur taille, font l'objet d'une analyse complète par nos équipes. Mais ce projet-là, bien sûr, on a pris plus de temps pour le sortir parce qu'on voulait prendre notre temps, le temps suffisant de complètement appréhender tous les tenants et les aboutissants de l'opération avant de vous le présenter. On est sur un taux de rendement de 11,5% long, étant précisé que les intérêts sont payés mensuellement. Donc tous les mois, vous recevrez le paiement de vos intérêts mensuels directement sur votre portefeuille d'investissement à la première brique, avec encore une dernière petite subtilité. On a eu des questions aussi là-dessus, on y reviendra. Il y a un séquestre des 3 premiers mois d'intérêt. On vous expliquera un petit peu plus le fonctionnement dans le cadre de cette présentation. La durée prévisionnelle du projet, encore une fois, on sait à connaître le fonctionnement. Durée minimale, durée cible, durée maximale. Ici, on est sur une durée maximale de 24 mois, une durée cible de 16 mois, et enfin une durée minimale de 9 mois. Donc la durée cible étant la durée que nous estime comme étant celle la plus réaliste. Le groupe Courbet nous a demandé de partir sur 9 mois en durée minimale, c'est eux leur projection. Nous, on est assez fans de prendre des marges de sécurité. Hein, pour ceux qui sont à nos côtés depuis quelques temps, vous commencez à connaître notre mode de fonctionnement. Donc, on est parti sur une durée cible de 16 mois. En garantie, on va avoir une hypothèque de premier rang sur les murs dont est propriétaire la société Christ Roi. Alors, on revient sur le fondement immobilier, le côté pierre du projet. On va avoir un nantissement de fonds de commerce sur le fonds de commerce hôtelier. Encore une fois, ça aussi, ça va faire l'objet d'un développement un peu plus poussé dans cette présentation, parce qu'on a eu pas mal de questions, et c'est normal, sur le nantissement et le fonds de commerce hôtelier. Et enfin, une caution personnelle du dirigeant de la structure, donc Jean-François. On va peut-être commencer avec la première question, qui est une question euh, qui a toute sa place en fait dans la tête des investisseurs. Et c'est vrai qu'on nous l'a posé à plusieurs reprises. On nous l'avait déjà posé sur d'autres opérations. On a accompagné des porteurs de projets assez structurés et avec un gros historique. Pourquoi l'opérateur fait-il appel à la première brique? Alors, en introduction, peut-être, aujourd'hui, le financement participatif immobilier tend de plus en plus à sortir de sa ligne de base qui était vraiment d'être un financement alternatif. On parle quand même de chiffres de collecte en milliards au niveau français l'année dernière, même si c'était un petit peu en recul par rapport à l'année 2022. Donc on est aujourd'hui sur une solution d'investissement et donc de financement pour les porteurs de projets qui est devenue en fait une solution à part entière dans le paysage financier. Donc, on est et on va être encore de plus en plus dans un monde où le crowdfunding n'est pas le plan Z des opérateurs, mais fait partie d'une stratégie intégrante au sein du financement des porteurs de projets. C'est le cas pour le groupe Courbet, par exemple, qui a une vraie structure financière avec un DAF et autres, et le financement participatif fait partie de leur stratégie à la fois financière, à la fois aussi en termes de communication. Ce qui a bien matché également avec notre ADN, c'est le fait qu'on soit accessible dès 1 euro, très tourné sur les investisseurs, ça serait beaucoup plu au groupe Courbet, dont l'idée était vraiment de pouvoir aussi embarquer à leur côté dans une opération un maximum d'investisseurs. Mais c'est important de retenir, parce que ça, on le voit malheureusement, c'est un raccourci qui a peut-être été vrai à une époque, mais qui est quand même de moins en moins. Le recours au financement participatif n'est pas forcément synonyme que l'opérateur a épuisé toutes les voies de financement traditionnelles et se retrouve sans aucune solution, à part le crowdfunding. Encore une fois, si c'était ça, on serait une profession peu recommandable, en fait, et vraiment, au sein de l'univers des porteurs de projets immobiliers et aussi dans des univers qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, je pense à des structures de crowdfunding qui financent des PME et autres, le crowdfunding est devenu une solution de financement à part entière, encore plus en période de remontée des taux d'intérêt, ce qui est valable pour les banques, mais également pour les fonds d'investissement. Donc, pourquoi l'opérateur fait appel à la première brique? Tout simplement pour venir l'accompagner dans le cadre du rachat des titres de l'hôtel. En fait, on parle de la reprise de l'hôtel.
juridiquement, on vient financer la société Courbet SA pour qu'elle rachète les titres donc de la SAS Christ Roi, qui elle-même est propriétaire de l'hôtel. On a parlé des murs, on a parlé du fonds. Ce rachat, il intervient notamment en fait pour aussi permettre la mise en place d'un contrat de franchise. On en parlait. Ce contrat de franchise n'est pas encore signé, en cours de négociation avec deux opérateurs, dont une piste est un peu plus, on en parlait, aboutie que l'autre. Il sera régularisé, mais pour l'instant, on est effectivement sur des projections. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cadré nos analyses et nos expertises d'évaluation sur les éléments concrets à date en prenant compte des projections, mais on n'a pas basé notre modèle de risque sur les projections. C'est-à-dire qu'à date, les expertises arrêtées sur la valeur mur et fond ressortent à 3,8 millions. En projeté au regard du business plan d'exploitation prévisionnelle et notamment de l'intégration de cette franchise d'ordre national et international, ressort plutôt sur 10 millions. Notre analyse risque a été de nous baser sur le scénario pessimiste et le scénario qui était pour nous le plus juste intellectuellement, qui est en fait la valeur à date du bien. Encore une fois, mur et fond. On a bien évidemment aussi intégré la composante projetée, parce qu'on est sur un financement de projet, c'est-à-dire qu'aussi on se projette dans l'avenir, mais c'était important de se baser sur la réalité à aujourd'hui. Et du coup, pourquoi en fait aussi faire appel à la première brique maintenant, Romain? Alors, il y a plusieurs raisons hein, qui peuvent être rencontrées dans l'appel à la première brique. La plupart du temps, chez les opérateurs, ça peut être pour notre souplesse, notre réactivité également. Ici, c'est plutôt le sujet de la structuration et voilà, de l'optimisation, de la structuration du financement et la préparation en fait à la mise en place d'un financement long terme bancaire sur l'hôtel Christ-Roi. Voilà. L'idée, c'était donc de faire appel à la première brique pour financer l'acquisition, mettre en place du coup un contrat de franchise d'exploitation et mettre en œuvre également le plan de reprise de la société Courbet au sein de l'hôtel Christ-Roi. Plan qui passe par un repositionnement tarifaire de l'hôtel, par la mise en place d'un gérant très expérimenté. Également, l'hôtel va profiter d'un aspect politique qui encadre le projet, mais également la ville de Lourdes. Voilà, tant de paramètres qui viennent améliorer la valorisation de l'hôtel et qui permettront, in fine, donc sous 9 à 24 mois, d'aller solliciter un financement bancaire qui se basera sur la nouvelle valorisation de l'hôtel qui sera faite, prenant compte du coup de cette franchise qui sera mise en place et qui permettra de revaloriser très fortement la valeur de l'hôtel, mais également des résultats d'exploitation qui ont déjà pu être dégagés par la reprise effectuée par Courbet SA. Ce qui est important effectivement de souligner, c'est que la mise en place d'un refinancement bancaire se fait à un instant T par rapport à une valeur donnée, à un actif, à un instant T. On parle d'un hôtel. Cette revalorisation, en fait, ce refinancement se fait sur la base d'une valorisation qui est déterminée avec des multiples. Généralement, c'est la valeur des multiples, murs et fonds, en fonction des chiffres d'affaires et autres, qu'on va appliquer dans le domaine de l'hôtellerie. Et du coup, une fois qu'on va avoir une banque, en fait, on vient figer une valeur. Ensuite, on applique les multiples et les différents ratios qui sont propres au métier. Et du coup, on peut faire un refinancement bancaire. Mais un opérateur ne peut pas venir faire un refinancement bancaire à date, en refaire un autre dans 2 ans, un autre dans 6 ans, en disant, mais tous les 2 ans, ma valeur augmente, j'en refais. Donc là, la stratégie du groupe Courbet, c'est-à-dire qu'à date, la valeur était très faible pour eux, encore une fois, et on voit les chiffres entre la valeur vénale du bien à date et celle projetée. Et donc, si jamais ils utilisaient leur cartouche, si on peut parler comme ça, de refinancement bancaire sur la valeur à date, le multiple et le levier de financement seraient assez faibles. Et donc, en fait, ça serait dommage. Pourquoi? Parce que eux, leur stratégie, c'est de dire on vient faire du refinancement bancaire sur du long terme pour libérer des liquidités qui vont permettre de soutenir les nouvelles acquisitions et ou les travaux à réaliser dans le portefeuille déjà acquis d'hôtel. Donc en fait, utiliser cette cartouche de refinancement bancaire maintenant serait possible, mais serait au regard de la valeur sous-jacente de l'actif et de la stratégie à court terme. On parle d'une stratégie qui peut être déployée vraiment dans les tout prochains mois, et surtout dans les mois qui suivent directement l'acquisition. En fait, ça serait vraiment rater une énorme opportunité pour le groupe et pour le coup, qui est très difficilement rattrapable dans un second temps. Donc c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Il y avait effectivement, Romain en a parlé, une question de réactivité. Là, on était sur un calendrier qui était quand même assez serré et qui a nécessité justement de travailler de façon intensive sur le dossier
là où effectivement certains organismes type bancaire et autres, de par leur structure, de par leurs impératifs également, ne peuvent pas forcément tenir ce genre de calendrier. C'est pour ça, pour toutes ces raisons, que nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter cette opération sur la plateforme. Ça fait le lien justement avec les hypothèses de sortie parce que euh, on a parlé du refinancement bancaire. Donc ça, le refinancement bancaire, c'est simplement, encore une fois, une banque qui va venir refinancer en se basant sur des nouvelles expertises, une nouvelle valorisation en appliquant des multiples et qui va du coup libérer des liquidités pour le groupe. Donc, ce refinancement bancaire, il sera forcément facilité par la mise en place d'une franchise. Pourquoi? Parce que ça vient cadrer, ça vient sécuriser fortement la banque. Une fois qu'on a un hôtel franchisé dans le giron du groupe Accor ou l'ouvre Hôtel Group, on sait que l'hôtel va répondre à tout un tas de standards de qualité, qu'il y a déjà répondu pour intégrer la franchise, qui va continuer à répondre. Ça donne bien sûr une visibilité, une structuration très importante à l'hôtel. Et du coup, ça vient encore une fois renforcer la valeur du bien et surtout sécuriser la banque qui va venir se positionner. Encore une fois, on peut faire des parallèles avec la franchise en restauration, par exemple, où les banquiers sont bien évidemment plus enclins à financer ce type de business parce qu'ils savent que c'est pas simplement un exploitant hôtelier seul, un groupe avec derrière la franchise et toute la puissance de la franchise. Et encore une fois, là, on parle de franchise très, très conséquente. Louvre Hôtel Group, ils ont plus de 2000 hôtels, je crois, 150 000 chambres, c'est ça? 150 000 chambres, 150 000 clés. Donc numéro 2 européen, Accor Hotel, bon, on ne les présente plus, hein, leader mondial. L'autre élément qui va aussi faciliter le refinancement bancaire, en fait, c'est le fait qu'on soit sur un hôtel qui est déjà exploité. Donc, il y a déjà de l'activité, l'hôtel est ouvert. Simplement, l'hôtel a à la fois subi la crise Covid, comme tout le marché, l'univers hôtelier et touristique en France, bien évidemment. On reviendra avec des chiffres un peu plus précis plus tard. Mais ça, c'est un bon point parce qu'en fait, c'est une activité, c'est pas un hôtel qu'il faut entièrement restructurer avec des mois et des mois de travaux, des aléas, aussi bien en termes de montant qu'en termes de durée. Et pour ceux qui nous accompagnent sur des opérations et beaucoup de travaux, vous savez de quoi on parle. Les travaux sont toujours un élément d'incertitude dans une opération. Là, c'est pas le cas. On est sur un actif qui est déjà exploité et on vient travailler sur des éléments en fait qui ne concernent pas, en tout cas dans un premier temps, des travaux de restructuration, mais de l'amélioration de l'exploitation. Bien évidemment, et encore une fois, dans un souci de sécurité, on ne pouvait pas se contenter de ce seul scénario de sortie. Parce que le risque, sinon, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire, bah, si le groupe ne trouve pas de refinancement bancaire, comment on fait? Et même si c'est un très bel actif et que Lourdes est une ville pleine de charme, on se voyait assez mal devenir gérant de l'hôtel, Romain et moi. Donc, bien évidemment, on a étudié plein d'autres scénarios de sortie, notamment dans les deux grands scénarios qu'on a étudiés, en fait, par ordre euh, comment dire, de priorité, surtout de pertinence. Dans un premier temps, on a étudié la capacité du groupe Courbet à rembourser la dette grâce au revenu d'exploitation de l'hôtel Christ Roi, mais également des autres hôtels acquis par le groupe et sur lesquels il n'y a pas encore de dette, toujours des dettes résiduelles très faibles, qui font que les cash flows, en fait, la capacité à générer de la performance économique pourrait être utilisée pour rembourser la dette, la première brique sur le projet Christ Roi. Donc ça, c'était des modélisations financières au niveau du groupe pour, en fait, en stressant un peu le modèle par rapport aux chiffres qui sont les chiffres établis à date, pour s'assurer que le groupe est en mesure de façon intrinsèque par rapport aux actifs, encore une fois, déjà présents dans son giron, de pouvoir rembourser. Enfin, on a aussi bien évidemment étudié la possibilité pour que le remboursement de la dette ait lieu par un apport en compte courant dans la structure par le dirigeant, à savoir Monsieur Jean-François Hoth, qui a déjà des comptes courants sur la structure Courbet SA à hauteur de plusieurs millions d'euros. Ça, bien évidemment, c'est une hypothèse de sortie qui est souhaitable pour personne, parce que pour les financiers qui sont présents sur cet échange, là, en termes d'optimisation de fonds propres, on a déjà connu mieux. C'est quand même dommage d'avoir un actif hôtelier sur lequel on ne puisse pas faire un effet de levier. Mais encore une fois, c'est une situation qui est possible et c'était important pour nous de la considérer. Ça, c'est pour répondre effectivement à cette question posée par Calogero, qui est un investisseur d'ailleurs historique de la première brique et avec qui il y a eu déjà pas mal d'échanges très constructifs, que ce soit sur cette opération ou sur d'autres opérations. Une question qui nous a été posée par Camille à Grenoble, mais qui est aussi revenue bien évidemment plusieurs fois, c'est de préciser un petit peu le mécanisme du nantissement
du fonds de commerce. Alors, le mécanisme du nantissement, c'est un mécanisme qui est, en fait, on peut faire un parallèle avec le gage. Quand, par exemple, on vient gager une voiture, en fait, on vient gager la propriété. En fait, encore une fois, c'est pour ceux qui, par exemple, on fait ont acheté des voitures financées avec la banque, généralement, la carte grise est gagée par la banque. Donc, vous utilisez ce véhicule, c'est votre voiture, mais la banque a un droit dessus en cas de non-paiement. Donc là, en fait, le nantissement, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de dire qu'on vient inscrire le nantissement. Alors en plus, ce qui est important de préciser sur le nantissement de fonds de commerce, c'est que c'est des formalités qui sont bien sûr légales et qui sont structurées auprès du greffe, le commerce, du ressort du fonds de commerce. Donc en fait, on vient inscrire ce nantissement auprès du greffe, encore une fois avec une procédure légale. Pour ça, on est accompagné non pas par nos études notariales partenaires, mais par un cabinet d'avocats partenaires. Nos notaires vont s'occuper de la partie hypothécaire. Notre cabinet d'avocats partenaires va s'occuper de la partie fonds de commerce. C'est un cabinet d'avocats parisiens avec qui on a traité jusqu'à présent tous les nantissements de nos fonds de commerce sur les précédentes opérations où le cas de figure s'est présenté. Donc, on vient nantir le fonds de commerce. C'est une procédure légale, c'est une procédure qui est publique, c'est-à-dire que les futurs créanciers, par exemple, qui feraient un relevé d'état de gage et nantissement sur le fonds auprès du greffe, qui vont solliciter ce document, on peut penser à des banques, on peut penser à des fournisseurs, par exemple, verront que la première brique a inscrit un nantissement avec, il y a une date et il y a un rang. Donc là, on fera bien sûr une inscription au premier rang. Pareil, c'est encore une fois, on peut faire un parallèle avec l'hypothèque de premier rang qu'on prend très régulièrement. Ce qu'il faut savoir, important de préciser, on prend toujours des hypothèques de premier rang, sauf si on précise un rang différent. Et si des fois on ne le précise pas, ou on le précise dans la plaquette, mais pas à chaque fois qu'on parle de l'hypothèque, sauf précision express, nos hypothèques sont toujours de premier rang. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à solliciter nos équipes pour vous éclairer sur ce point. Donc, ce nantissement, encore une fois, structuré par un cabinet d'avocat, publié au greffe du tribunal de commerce du ressort de l'exploitation du fonds, et il vient porter sur le fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce, c'est une notion juridique qui peut être un petit peu floue parce qu'en fait, elle vient inclure plein de choses. Mais dans le domaine de l'hôtellerie, elle est extrêmement importante. Romain, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que peut contenir un fonds de commerce? Tout à fait. Tout d'abord, on procède à la distinction des éléments qui sont corporels et incorporels. Et au sein donc d'une exploitation hôtelière, les différents éléments qui vont être inclus au sein du fonds de commerce comprennent la clientèle, donc l'ensemble des visiteurs qui se rattachent du coup à cet hôtel. Alors, dans le cadre d'un hôtel comme celui situé à Lourdes, on est plutôt sur une clientèle de passage, en effet des pèlerins, hein, de passage à Lourdes, visite pour les monuments historiques qui constituent la ville, mais également l'emplacement, un emplacement d'ailleurs qui est assez privilégié à proximité immédiate, et proche du centre-ville également, pour l'hôtel Christ-Roi. Également les équipements, donc ça, je vous ramène vers la slide 1 de notre présentation, donc sur l'ensemble des équipements dont bénéficie l'hôtel Christ-Roi entre les restaurants, ses 180 chambres, 4 et 3 étoiles, les différentes salles de séminaire, etc. Les contrats et licences, justement, ce qui nous ramène du coup à Louvre Hôtel et le groupe Accor pour l'exploitation. Voilà. Élément qui d'ailleurs peut contribuer très très fortement à l'amélioration de la valorisation du fonds de commerce. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait effectivement ce distinguo dans les expertises et les valorisations retenues entre la valeur à date et la valeur projetée après l'application des idées de développement stratégique de l'hôtel et la mise en place d'un contrat de franchise. Justement, c'est qu'on vient valoriser fortement le fonds de par la signature de ce contrat de franchise. Les licences, par exemple, ça va être les licences d'exploitation d'alcool, les licences hôtelières, mais également les licences de vente de l'alcool qui est rattaché à la partie bar et restaurant de l'hôtel. Et surtout, on va avoir tous les éléments après matériels à proprement parler. Complètement. Ça va être le mobilier qui va constituer les parties communes, mais également les chambres, le personnel qui peut s'y rattacher, les perspectives de croissance également liées à l'hôtellerie du coup qui est en pleine reprise depuis les événements sanitaires, l'inventaire également, voilà, tout ce qui va rentrer et constituer vraiment euh, l'exploitation qui se rattache à l'hôtel, à l'établissement hôtelier. Et donc, vous en notez, sur un hôtel de 180 chambres établi sur un total de 1500 mètres carrés, ça fait effectivement un certain nombre de biens qui ont tous de la valeur et qui viennent donc créer ce fonds de commerce dont on va prendre du coup le nantissement de premier rang.
Une question qui est aussi revenue assez régulièrement, c'était, alors on a présenté les chiffres d'exploitation de la société Christ Roi, euh, et c'était quelle était la situation de l'hôtel avant le Covid. Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, on l'a fait avec, on vous a mis les chiffres pour l'exploitation, charge et résultats. On vous a fait aussi un petit graphique qui est très parlant, avec en rouge les périodes sur le graphique impactées par le Covid. On voit que l'année 2020, forcément, catastrophique au niveau de l'hôtellerie, vous en doutez. 2021, très compliqué aussi. Donc, ce qui est important de regarder, c'était les chiffres d'exploitation avant le Covid. On a regardé aussi ces chiffres d'exploitation au niveau de la ville de Lourdes. Et que ce soit au niveau de la ville ou de la région, et aussi du département d'ailleurs, tous les commentateurs étaient unanimes pour dire qu'on était en train de revenir sur 2022, mais surtout sur 2023, sur des chiffres quasiment équivalents à ceux qu'on avait avant Covid. Par contre, quand on prend l'exemple de notre hôtel, on voit que ce redémarrage et ce retour à la quasi normale n'est pas complètement vrai. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons, notamment, mais la principale, c'est qu'en fait, cet hôtel aujourd'hui est géré, détenu et exploité par une personne qui détient cet hôtel depuis des dizaines d'années, qui aujourd'hui part à la retraite, d'où la vente de cet hôtel, et qui est un exploitant hôtelier indépendant. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur la force d'un réseau, sur la force d'une franchise pour communiquer, pour promouvoir des offres. Et donc, forcément, lui, il vient s'appuyer sur ce qu'il pouvait utiliser. Et pour ceux qui ont été voir sur Internet, le site Internet nécessite un léger rafraîchissement, on va dire. Il n'y avait pas de stratégie digitale, d'acquisition digitale, il n'y avait pas d'utilisation des réseaux sociaux, tous ces éléments qui pouvaient être utilisés pour rebooster l'hôtel à sa réouverture. Donc c'est aussi pour ça, en fait, ce contexte-là, encore une fois, a fait pour le groupe Pro BSA une excellente opportunité d'achat à date, puisqu'en fait, on est sur un hôtel il n'a pas réussi à redémarrer aussi bien qu'avant. Et c'est tout à fait entendable. Alors que par contre, la zone, elle, a bien repris, notamment avec un retour assez massif de pèlerins étrangers. On pense à des Européens, mais aussi beaucoup à une clientèle américaine. Et Plus de 30% par rapport à l'an dernier. Plus de 30% par rapport à l'an dernier sur les tourismes à Lourdes. On a fait un effort particulier dans la plaquette pour essayer de vous donner un maximum de données sur du coup l'analyse du marché hôtelier. On constate depuis juillet 2023, ce sont les chiffres de MKG Consulting, constate cette reprise sur le marché hôtelier. Euh, cette reprise, cette conjoncture globale du tourisme à Lourdes, couplée du coup à cette opportunité qui est l'hôtel Christ Roi, font que Courbet, de par leur expertise et leur expérience dans la reprise de biens sous-exploités, une belle opportunité sur ce projet. Parmi les erreurs qu'on peut citer qui étaient faites sur la gestion, une qui peut sembler très simple à identifier, c'était la période d'ouverture. Une période d'ouverture qui se limitait uniquement à la haute saison de par le gérant. La première modification qui va être mise en place par Courbet SA, ce sera d'ouvrir l'hôtel toute l'année. Ce qui permettra déjà voilà, de capter un chiffre d'affaires qui sera certes minoré par rapport à la haute saison. Et voilà, on ne crache pas sur n'importe quel chiffre d'affaires du moment que les charges en face sont mesurées. Le deuxième élément qu'on peut remonter sur ces difficultés rencontrées par l'hôtel Christ Roi, c'est la politique tarifaire qui, pour un hôtel 4 étoiles, est exploité comme un 3. Courbet SA, du coup, justement, sans travailler sur la partie immobilière, rénovation, etc., mais plutôt en se basant sur l'accompagnement de cette franchise, l'utilisation de leur base de données. Louvre Hôtel Group, c'est un peu plus de 80 millions de personnes. Compte justement réaligner, réajuster la politique tarifaire de l'hôtel tout en restant dans la moyenne de ce qui se pratique sur la zone, mais ainsi du coup, redresser en quelque sorte la situation de l'hôtel. Les prévisionnels de MKG Consulting nous laissent apparaître un chiffre d'affaires hors taxe aux alentours du 1,5 million. Lorsqu'on compare avec les belles années de l'hôtel Christ Roi 2016, cela peut culminer à 1,2 million. Il est fort à parier que la mise en place d'un contrat de franchise et l'expertise du groupe permettent aisément d'aller chercher ces 300 000 euros supplémentaires. Ce qui est aussi important à souligner, en fait, et d'ailleurs les pouvoirs publics en ont pris conscience, c'est le fait qu'il y a un plan qui a été déployé par l'État. On parle vraiment
l'implication de l'État, de la région, département et de la ville, donc vraiment les pouvoirs publics au sens large, pour venir redynamiser l'hôtellerie à Lourdes. Donc c'est un plan qui s'appelle le plan Lourdes 2030 et qui a été mis en place justement à la sortie du Covid. Lourdes, ville extrêmement touristique, plusieurs millions de visiteurs, donc forcément avec une économie qui est directement liée à ce tourisme. On parle d'emploi, on parle de création de richesses, on parle de beaucoup de choses au niveau local. Et donc, du coup, à la sortie du Covid, pour aider aussi toute cette industrie, toute cette industrie locale, l'État français et les différents pouvoirs publics ont investi massivement, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros au global, dans le cadre d'un plan d'ambition pour venir redynamiser aussi la ville de Lourdes et son attractivité hôtelière. Donc, encore une fois, le groupe Courbet arrive aussi dans une zone géographique qui va bénéficier qui commence déjà à bénéficier, mais qui va encore bénéficier dans les années à venir de subventions, de mise en place d'éléments facilitant les mobilités, par exemple, des personnes, d'opportunités foncières, de plein de choses qui vont, encore une fois, viser à rendre la zone encore plus attractive et donc forcément à augmenter encore la valeur du fonds de commerce. On en parle. Et la valeur du fonds de commerce qui est, nous, une de nos garanties, mais qui sera surtout le socle en fait de ce refinancement bancaire. Donc, vous comprenez un peu la logique du groupe Courbet, aussi pourquoi cet actif, mais aussi l'intérêt de cette zone d'un point de vue du tourisme pur, mais aussi d'un point de vue, encore une fois, des implications des pouvoirs publics. On avait une question sur les intérêts mensuels. Alors en fait, c'est vrai que nous, historiquement, on fait beaucoup d'intérêts in fine. C'est-à-dire que les intérêts sont payés au moment du remboursement du capital, parce que par exemple, quand on vient financer l'achat d'une maison, la réalisation de travaux, et du coup, jusqu'à la revente de cette maison, généralement, il n'y a pas de trésorerie qui est dégagée par l'opération, et donc pas de remboursement possible. Sur quelques opérations, et c'est de plus en plus le cas, ça reste tout de même minoritaire d'un point de vue statistique, mais ça devient de plus en plus fréquent. On propose des intérêts trimestriels ou parfois même mensuels, comme c'est le cas sur ce dossier. Donc, les intérêts mensuels, c'est simplement qu'on va payer les intérêts sur votre portefeuille d'investissement tous les mois à date d'anniversaire. Donc ça, vous avez l'échéancier qui est disponible après sur votre espace personnel. Vous pouvez le consulter, bien évidemment, et suivre. Donc, à chaque fois, on va payer les intérêts avec l'application de la fiscalité qui est toujours liée à votre profil, encore une fois. Si vous avez des questions sur ces sujets, notre équipe d'investisseurs est bien sûr toujours disponible. Paiement des intérêts, du coup, mensuel, remboursement du capital in fine. C'est-à-dire que là, on a fait un échéancier sur 24 mois. On vous a présenté que les intérêts sur la base d'un investissement de 1000 euros. Et du coup, on est sur un remboursement du capital à l'échéance maximale de 24 mois. Si ce remboursement, bien sûr, arrive avant, on aura le remboursement à ce moment-là. Et oui, important, les trois intérêts, les 3 premiers mois sont en fait en rouge. On en a parlé, c'est parce qu'il y a la mise en place d'un séquestre. C'est-à-dire que nous, en fait, on va conserver les 3 premiers mois d'intérêt pour les payer en direct. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, c'est pour ne pas venir forcément stresser la trésorerie d'exploitation de l'hôtel, parce que même si l'hôtel est exploité, donc génère des revenus sur les premières semaines de reprise, l'idée, c'est pas venir rajouter un poids supplémentaire sur l'exploitation hôtelière. Et donc, on conserve en séquestre au sein d'un compte séquestre dédié et tenu auprès de notre partenaire, la société MangoPay, qui gère tous nos flux financiers. On conserve l'équivalent de 3 mois d'intérêt. C'était globalement les questions principales qui nous sont remontées. Bien évidemment, on a répondu aussi à beaucoup de questions d'investisseurs en direct, par message, et on continuera à le faire, bien évidemment. Mais c'était important pour nous de vous partager les questions principales qui nous ont été remontées aussi et qu'on a vues sur des forums et autres, parce que ce sont des éléments qu'on regarde très régulièrement, toute l'équipe et moi-même, pour suivre les retours, les ressentis sur nos opérations. C'est encore une fois des choses où on se nourrit de façon quotidienne. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va regarder un peu quelques questions qui ont été posées par les participants à ce live et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On nous a notamment posé la question suivante dans les garanties, pourquoi n'y a-t-il pas de fiducie sûreté? Alors la fiducie sûreté, pour information, je vous mets dans la confidence, on a validé pas plus tard qu'hier un premier dossier où on serait en fiducie sûreté. Alors la fiducie sûreté, c'est un type de sûreté qui est assez lourd, qui est très onéreux,
qui est très complexe à mettre en place et à gérer. Donc pour l'instant, on ne l'a encore jamais utilisé. Mais on aurait pu effectivement envisager une fiducie sûreté, alors une fiducie sûreté sur les titres de la cible, la société Christ Roi. On a préféré prendre l'hypothèque de première inscrite et un instrument de fonds de commerce compte tenu de la nature hôtelière. Encore une fois, c'est un choix au niveau du pragmatisme, c'est aussi un choix au niveau des délais de mise en place et au niveau de la lourdeur de tout ça, et encore une fois, par rapport au niveau de garantie dont on bénéficiait. Donc là, par exemple, il y a un dossier qu'on va vous présenter avec une fiducie sur l'actif qui a une garantie assez rare en contre-famille, parce que pour le coup, on ne peut pas faire mieux. Mais dans le cas de cette opération, compte tenu du groupe que l'on venait financer et du porteur de projet, nous avons considéré que le combo hypothèque de première main inscrite sur les murs détenus par la SAS Christ-Roi, nantissement inscrit sur fonds de commerce et caution personnelle du dirigeant était un pack de garanties qui était plus que pertinent, encore une fois. L'opérateur a-t-il d'autres lignes de crowdfunding sur d'autres plateformes? Merci. Question posée par Franck, investisseur historique au sein de notre structure. Oui, Franck, notamment un projet qui est le projet Hollywood. On en parle dans la plaquette. Le projet Hollywood à Cannes qu'on a étudié. On avait étudié en fin d'année dernière et on a préféré, nous, se concentrer sur ce projet de Lourdes qui, notamment, était plus pertinent. Pourquoi? Encore une fois, sur notre analyse, hein. Plus pertinent parce que le projet d'Hollywood à Cannes, c'était un projet de réhabilitation complète de l'hôtel. On parle de plusieurs millions d'euros de travaux. Là où sur l'hôtel à Lourdes, on est sur un hôtel qui est déjà exploité, sous-exploité, qui peut être amélioré dans plein de coutures, hein, on est bien d'accord, mais qui est déjà là, qui est déjà exploité, qui est déjà ouvert. Donc, on n'a pas de risque de travaux, on n'a pas de risque, encore une fois, budgétaire et calendrier. Et en plus, surtout, on est sur une structure qui est avec une propriété des murs. Le projet de Cannes était un dossier un petit peu, il y avait deux, trois technicités de par la zone, avec notamment une OAT. Et donc, on a préféré nous se concentrer sur ce dossier de Lourdes, qui, selon nous, s'intégrait plus dans une stratégie de création de valeur à moyen long terme pour le groupe. La ligne, enfin, donc, était de 750 000 euros de mémoire. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de mention qu'on avait mis sur l'hôtel Hollywood à Cannes dans notre plaquette. Et c'est aussi l'occasion de ressouligner le fait que c'est important de lire les plaquettes pour que vous fassiez une opinion éclairée du sujet. Euh, on voit souvent en fait remonter des questions où les réponses sont précises dans la plaquette de présentation. Alors, soyez-en assurés, notre équipe est toujours disponible pour répondre à vos questions. Mais l'idée, c'est partir du principe que nous, on s'efforce de mettre le maximum d'informations dans la plaquette. Alors, des fois, on nous reproche de faire des plaquettes trop grosses, parce que, mais l'idée, c'est que vous ayez, vous, entre les mains, le maximum d'informations pour que vous puissiez vraiment prendre une connaissance éclairée du dossier. On a une question de Gilles. J'ai un peu de mal à comprendre que sur 16 mois, la valorisation soit triplée et qu'un groupe important coté ne puisse pas lever des fonds auprès de banques et réaliser la plus-value. Alors, déjà, quand on parle de groupe coté, soyons très clairs, le groupe Courbet ne fait pas partie du CAC 40. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché coté au niveau de Euronext, il y a différentes catégories, comme des divisions, si on faisait un parallèle, somme toute plus hasardeux avec le sport. Et donc, on est sur un groupe qui est coté au sens où il est listé sur Euronext, mais on est sur un groupe qui est valorisation boursière à date, je crois, de l'ordre de 22 millions d'euros. Donc, on n'est pas en plus sur un groupe d'envergure démesurée. Donc, premier point. Deuxième point, la valorisation qui triple, c'est notamment parce qu'actuellement, c'est très fortement sous-exploité. On parlait de la période d'ouverture. Aujourd'hui, l'hôtel est ouvert, je crois, de début mars à fin octobre, c'est ça? Donc, on est quand même sur plusieurs mois de chiffre d'affaires qui sont complètement annihilés. Et ensuite, nous, les expertises, le problème des expertises, surtout sur l'expertise à 10 millions et quelques, c'est qu'on est sur des expertises projetées. On n'est pas sur une situation à date. Donc, forcément, ça vient inclure des aléas. C'est pour ça qu'on est toujours un peu réticent à utiliser l'expertise projetée. Nous, on aime bien se baser sur l'expertise de la valeur à date. Et d'ailleurs, bah, les ratios qu'on a calculés dans la plaquette sont tous sur la valeur à date. On vous a présenté, encore une fois, dans un souci d'honnêteté et de transparence intellectuelle, la valorisation projetée. Mais vous remarquez, on ne l'a pas rabâché à toutes les pages de la plaquette parce que c'est du projeté qui dépend d'aléas sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Et notre idée, c'était de nous baser vraiment notre vision risque sur la valeur à date des éléments. Alors, on a une question sur le fait qu'avant le Covid, les produits d'exploitation étaient déjà très en baisse.
Oui, en fait, c'est tout simplement qu'on a un exploitation individuelle hôtelier qui n'a pas réussi à prendre le virage du digital, par exemple, de la publicité avec des stratégies de vente à des grosses listes. On parle beaucoup de voyages de groupe pour Lourdes, en pèlerinage. Il y a plein d'éléments qui, en fait, sont. Il y a des changements d'usage. Hein, l'hôtellerie est un produit et il y a des changements d'usage. Là, on est sur un exploitant pardon, qui était un petit peu vieillissant et qui n'a pas forcément su prendre les différents virages à prendre, qui ont très bien pris les grands groupes d'ailleurs, et ça explique pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires était déjà sur un déclin. La digitalisation, l'arrivée des Airbnb, qui se développent de plus en plus et encore aujourd'hui, tant de défis qui demandent une certaine structuration qu'un hôtel indépendant ne peut ne pas avoir, voilà, à moins d'avoir une très bonne équipe derrière, mais qu'une franchise apporte très facilement, de par le réseau qu'elle a pu déjà constituer. C'est ça. On a une question, effectivement. Alors, l'intérieur de l'hôtel est en bon état, mais le look semble vieux jeu. C'est une très belle formulation, Christophe. Franchement, on la reprendra. Est-ce qu'une franchise est possible sans des travaux de rafraîchissement pour aligner l'hôtel sur des standards d'un franchisé? Alors, effectivement, le look est vieux jeu, pour reprendre vos mots, j'aime beaucoup. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la clientèle, bon, comment dire, la clientèle est en adéquation avec le look de l'hôtel, on peut dire. Euh, L'hôtel en fait est très sain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux structurels. On est sur un mobilier qui peut paraître un peu vieux jeu encore une fois, mais qui répond aux attentes de la clientèle. On a bien sûr regardé les éléments comparables sur d'autres hôtels, notamment franchisés, qui sont présents sur l'Aude. Et en fait, on est sur des hôtels qui sont sur des standards assez proches. Donc oui, c'est tout à fait pertinent pour un franchisé. Encore une fois, on ne parle pas de franchisé très luxe. Sur l'autre, il y a un seul 5 étoiles, je crois. Là, l'idée, c'était justement d'avoir une approche mixte entre du Kyriade 3 étoiles et du Kyriade Prestige 4 étoiles. L'idée, c'est d'avoir au sein d'un même établissement, et d'ailleurs, petit indice, cet établissement est scindé en deux bâtiments distincts, voilà, de pouvoir en fait avoir une offre hôtelière très large pour cibler la clientèle du 3 étoiles et la clientèle du 4 étoiles. Donc oui, il y a des projets d'investissement qui sont prévus par le groupe, mais qui ne sont pas financés par nos fonds. Nous, c'était important de dire qu'on n'est financé que l'achat de l'existant à date. On n'est pas financé des travaux, mais qui seront pas des travaux, même du mobilier haute, qui sera réalisé dans les années à venir de façon complètement autonome par le groupe et sur ses flux. On bascule sur une question pertinente. Quel est l'intérêt fiscal de procéder au remboursement des intérêts chaque mois, car il s'agit de petits montants? Alors, l'intérêt fiscal, il est inexistant. Soyons très clair, il n'y a pas d'intérêt fiscal à ça. La fiscalité s'applique de façon classique, donc ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, 30% sur les intérêts qu'on va verser. C'est 30% des sommes en fait, donc c'est 30% de la somme mensuelle, 30% de la somme à la fin. C'est exactement, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas d'avantage fiscal. Question sur la franchise. Si le franchiseur est d'accord, quelle sera l'enseigne Mercure Novotel? Alors là, déjà, c'est deux propositions qui appartiennent à un seul des deux groupes. On a cité deux groupes. Là, c'est plutôt l'autre groupe qui est pour l'instant pressenti. On serait plutôt sur du Kyriade. Kyriade 3 étoiles et Kyriade Prestige en 4 étoiles. Pour information, le groupe Courbet et Jean-François Hott travaillent aussi beaucoup avec le groupe Accor Hotel. Il y a quelques jours, ils ont une news assez importante. Un hôtel détenu par Monsieur Hott à Prague, l'hôtel Mozart, est passé en Sofitel Legend. Alors, je crois qu'il y a 8 établissements dans le monde. C'est le huitième, ouais, C'est le 8e établissement dans le monde à être dans cette gamme hôtelière qui est là pour le coup une gamme très luxe. Hein. Donc, ils ont l'habitude de travailler avec les deux franchises. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur effectivement du Kyriade 3 étoiles et Kyriade Prestige en 4 étoiles. Voilà. C'est Louvre Hôtel Group hein, qui a émis une lettre d'intérêt concernant l'hôtel Christ Roi et établi un plan de reprise également de leur côté, plan de reprise qui a fait partie des éléments notamment qui ont été pris en compte dans le cadre de notre étude et qui vous sont restitués pour partie dans la plaquette de présentation. Par exemple, dans la plaquette, vous voyez sur les comptes projetés, sur le prévisionnel d'exploitation, on les charges des redevances de franchise sur les éléments de marketing ou sur la charge de franchise. Ils ont été basés sur les éléments réels de cette franchise, de ce type de franchise-là. Donc, Bruno, bah, merci beaucoup pour la question. Et vous l'aurez compris, passe plutôt sur un modèle Louvre Hôtel.
Enfin, on a une question sur le pourquoi des paiements des intérêts mensuels. Alors, on expliquait, effectivement, j'ai expliqué par la négative un petit peu pourquoi est-ce que sur la plupart des projets, on n'avait pas de paiement mensuel des intérêts. C'est notamment parce qu'en fait, d'un point de vue économique, il ne pouvait pas y en avoir. Un marchand de biens qu'on vient financer pour acheter une maison, faire des travaux et revendre, tant qu'il n'a pas vendu, sauf s'il met en location, mais dans ce cas-là, on n'est plus sur du pur marchand de biens, il n'a pas de rentrée d'argent qui lui permette d'assumer de payer des intérêts mensuels. Donc, soit il a par ailleurs, donc sur d'autres opérations, d'autres activités, des rentrées financières qui lui permettent d'assumer cette charge d'intérêt mensuel, soit sinon, et c'est ce qu'on voit de temps en temps dans l'industrie du crowdfunding, en fait, c'est une collecte des intérêts sur la durée totale du projet par la plateforme, et la plateforme met de côté ces intérêts pour vous payer tout au long de l'opération avec en fait de l'argent que vous avez vous-même prêté. Là, ce n'était pas l'idée. L'idée, c'est qu'on est sur un actif qui est exploité, qui a donc du chiffre d'affaires, une génération avec un résultat mensuel. Il y a du chiffre d'affaires quotidien sur les ventes de nuitées et de restauration et autres. Et donc, on est effectivement sur ce paiement mensuel. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était plus juste d'un point de vue intellectuel, vu qu'on avait une exploitation déjà en cours, d'avoir un paiement mensuel qui suit la charge d'exploitation, et aussi pour ne pas arriver en fait en fin de course avec un paiement à la fois du capital et des intérêts qui soit une charge de trésorerie très lourde, alors que là en fait on vient étaler la charge d'intérêt tout au long de la vie de la dette et simplement à la fin il y aura le capital. Voilà, c'est pour ces différentes raisons qu'on a décidé de structurer l'opération avec un paiement mensuel des intérêts. Alors, on avait une question, ah, elle est pertinente celle-là. On va peut-être prendre celle-ci d'abord. Bonjour, si le crowdfunding chez la première brique ne représente pour l'emprunteur en revanche un coût plus important que les alternatives bancaires traditionnelles, pourquoi les emprunteurs ont-ils recours à la première brique? Tout simplement parce que dans l'équation, il n'y a pas juste une raison, une question de coût. En fait, dans le cas d'un montage de financement, il y a plein d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Une des forces qu'on a chez la première brique, c'est notre réactivité. On est en mesure, parce qu'on est une équipe aussi à taille humaine, on parle aujourd'hui un peu moins de 20 personnes qui travaillent tous dans les mêmes bureaux de concert, de pouvoir en fait sortir des dossiers très rapidement. Alors, très rapidement, encore une fois, il faut quand même prendre le temps d'analyser les dossiers, de les structurer, de les monter, d'auditer toutes les pièces, donc ça prend un temps certain, mais on peut avoir une gestion du temps un petit peu différente de celle, par exemple, de banque ou de fonds d'investissement. Donc il y a déjà cette question de réactivité. Enfin, il y a aussi des questions de stratégie financière. On le voit par exemple dans l'univers du marchand de biens, où par exemple il y a beaucoup de banques qui ne financent pas des jeunes marchands ou alors des marchands qui vont réaliser des projets avec des montants de financement inférieurs à certains seuils. Dans ce cas-là, en fait, c'est pas une question d'alternative, c'est une question en fait tout simplement de solution. Et on a souvent tendance à dire qu'on n'est pas concurrent des banques, on l'a jamais été, on n'a pas vocation à le devenir, on n'est pas sur le même type d'approche du dossier, on n'est pas sur les mêmes coûts, même juridiquement, on n'est pas sur la même chose. Nous ne sommes pas une banque, on n'a pas vocation à le devenir. Et en fait, simplement, on est soit une source de financement complémentaire, soit alternative au regard, encore une fois, des composantes d'un projet. C'est valable pour ce dossier, c'est aussi valable, Géraldine, pour l'intégralité de nos opérations. En fait, on n'est pas, et malheureusement, on le voit de temps en temps sur certains forums, des gens qui disent, ah oui, s'il est là, s'il est sur une plateforme de crowdfunding, c'est qu'il a fait toutes les banques et que toutes les banques lui ont dit non. Si c'était aussi simple, ça se saurait et ce n'est pas le cas. Alors, on a une question sur le séquestre des intérêts. Pour le séquestre des 3 premiers d'intérêts, est-ce qu'il est reversé aux investisseurs au 4e mois ou bien sera reversé uniquement à la fin de l'opération? Eh bien non, il sera reversé en fait mensuellement. On est dès le début sur un paiement mensuel des intérêts. Simplement, nous, encore une fois, donc, on vient séquestrer les 3 premiers mois, mais les intérêts sont versés dès la fin du premier mois à date d'anniversaire, encore une fois, en fonction de l'échéancier à l'anniversaire de la dette, anniversaire mensuel de la dette, mais on sera bien sur un versement mensuel des intérêts. Et je crois qu'on a fait le tour sur les différentes questions. Il y avait des questions assez rigolotes sur le nom. Alors pour information, le nom Oméga a déjà été utilisé chez la première brique. On a fait un projet dans le 62, je crois, qui s'appelait l'Oméga. Donc Jean-Louis qui fait un jeu de mots sur l'alpha et l'oméga. Mais l'oméga était déjà pris chez nous, donc on a basculé sur l'alpha. Voilà. On arrive sur le coup des 19 heures pile. Écoutez, on s'était prévu un créneau d'1 heure. Vous êtes encore 170 personnes connectées. Merci beaucoup déjà, merci à tous pour votre participation, pour les questions qu'on a eues en amont. Vous
pour les questions qu'on a eues durant cet échange, pour les commentaires et les mots doux que vous nous avez fait remonter sur cette présentation et sur ce dossier, qui, encore une fois, est un dossier qui nous tient extrêmement à cœur. Toutes les opérations, bien sûr, méritent notre attention toute particulière, et c'est le cas. Toute notre équipe est bien mobilisée sur chaque dossier. Et c'était ici un dossier encore plus spécial pour nous. Donc, on est très heureux des retours qu'on a. N'hésitez pas à en faire encore si vous en avez encore. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en fait de ce format. Euh, Comme je l'avais dit en introduction, c'était aussi pour nous un test. Ceux qui nous suivent depuis quelques années le savent. On, on aime bien essayer des nouvelles choses. Pour ça, on a besoin de vos retours et, et la mise en place d'un webinar, d'un échange comme ça, euh, était important pour nous parce que c'est un nouveau format qu'on vient tester, qu'on avait déjà échangé avec quelques investisseurs. Donc, faites-nous vos retours là-dessus, sur ce que vous avez pensé de ce format, ce qui, selon vous, peut être encore amélioré. Tout est améliorable, bien évidemment. On est preneur de vos retours et c'est une initiative que l'on sera ravi de redéployer. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée.